Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À toutes celles et à tous ceux qui se battent pour une fraternité maghrébine. Introduction. Par sa quadruple situation, le Maghreb occupe une place importante dans les préoccupations actuelles des relations internationales. Car il appartient géographiquement à 4 mondes: arabe, africain, islamique et méditerranéen. Depuis l'Antiquité, cet espace a intéressé les grandes puissances militaires et commerciales, phéniciens, romains, arabes, ottomans, français, européens, par ses ressources et sa position géographique. Les bouleversements géopolitiques intervenus depuis la fin de l'URSS et l'amplification du phénomène de mondialisation des économies et de globalisation des marchés replacent cette région du monde au centre des préoccupations géostratégiques des grandes puissances militaires et commerciales. Ceux qui sont préoccupés par l'évolution du monde méditerranéen s'intéressent nécessairement à l'analyse de l'évolution du Maghreb depuis son indépendance politique, 1956 à 1962. Son économie en pleine mutation, les perspectives offertes par ses multiples marchés, sa population caractérisée par une forte proportion de sa jeunesse, la diversité de ses ressources, sa proximité avec l'Europe, le regain d'intérêt que lui porte l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie, la Corée, le Japon, le Brésil, la Turquie et d'autres puissances qui ont signé de multiples accords et traités commerciaux. Ainsi, en face de l'Europe, 5 États avec leurs 100 millions d'habitants attendent davantage de leurs partenaires pour tracer des perspectives de collaboration et d'échange à long terme, respectueuses des spécificités culturelles maghrébines. L'intérêt porté à cette région d'Afrique conduit à déterminer d'abord ce qui caractérise une société sous-développée. En l'occurrence, qu'est-ce qui différenciait essentiellement le Maghreb des années 1956 à 1962 d'un pays développé de cette époque comme la France? C'est à partir de cette première analyse que nous passerons à celle des besoins, des aspirations et des désirs des populations maghrébines et de leurs dirigeants. Cela conduira à poser la question des moyens dont disposaient les Maghrébins tout au long de leur évolution, pour relever ces défis. Parce que chacun des dirigeants n'a voulu mobiliser que ce qui lui convenait, de l'immense énergie de son peuple, pour tenter de le faire sortir du sous-développement, et cette volonté ne s'est toujours pas faite en considérant les vraies préoccupations à très long terme des peuples maghrébins. Le bilan des premières tentatives de sortie du sous-développement fera apparaître les traits caractéristiques du Maghreb, qui, à peine ayant rompu avec l'illusion de réussir son émancipation avec des modèles importés de développement, se retrouve confronté aux thèses libérales anglo-saxonnes. En d'autres termes, si 4 décennies d'évolution postcoloniale n'ont pas effacé entièrement l'identité rurale des communautés maghrébines, faudra-t-il s'attendre à des bouleversements profonds à partir de la fin des années 90 ? Certains Maghrébins bien plus nombreux aujourd'hui sont déjà fortement occidentalisés, au point d'être contraints de vivre en marge de leur communauté. Tandis que d'autres vivent en exil et n'ont aucun espoir de se réinsérer dans leur pays. Car malheureusement, les dirigeants et les peuples se sont progressivement accommodés de leur absence définitive du Maghreb. Pourtant, parmi eux se trouve bien une proportion croissante d'hommes et de femmes capables de participer ardemment au programme de rattrapage du retard historique du Maghreb. Or, ces élites ont été mises hors du jeu maghrébin, ou se sont elles-mêmes mises hors de ce jeu. Jusqu'aux années 70, ceux qui partaient en exil avaient pratiquement tous le projet de revenir dans de meilleures conditions après quelques années d'absence. À cette époque, qui enviait un exilé ? Personne. Parce que l'exil semblait inscrit dans l'inconscient collectif arabo-berbère comme un arrachement douloureux d'un être à tout ce qu'il a de précieux dans son existence, famille, amis, patrie. À force d'avoir des projets divergents de développement dans les 5 États, le Maghreb des années 80 s'est retrouvé sous les contraintes de l'économie mondiale, observé par ses créanciers dans ses moindres velléités d'union ou d'indépendance. L'acceptation implicite du projet d'insertion de chaque État du Maghreb dans cette mouvance de la mondialisation, sans large consultation populaire, facilitera la propagation des crises alors que jusqu'à présent cette région du monde n'avait souffert d'aucune crise majeure, 1929, 1952, 1968, 1973, 1987, 2000,
Parce qu'elle était relativement en marge des grands flux commerciaux mondiaux. Le paradoxe qu'on observe aujourd'hui, c'est que son poids dans les échanges mondiaux reste insignifiant. Le PIB des 5 pays du Maghreb, soit 350 milliards de dollars, ne représente que l'équivalent du montant des exportations françaises de produits manufacturés. Mais dorénavant, le moindre froid qui sévit en Occident fera éternuer tout le Maghreb. Et puisque celui-ci ne s'impose pas vraiment comme s'impose l'Union européenne dans toutes ses dimensions, de quels moyens de défense disposera, individuellement, chacun des 5 États maghrébins pour éviter les soubresauts des crises internationales qui seront bien plus fréquentes? La région est devenue un déversoir de produits de qualité médiocre, importés légalement ou illégalement de Chine et d'ailleurs. Elle a la particularité d'avoir fait prospérer une culture, l'économie informelle, qui résiste à toutes les tentatives de contraindre les opérateurs clandestins de travailler dans le cadre légal. Pourquoi le Maghreb a échoué dans ses tentatives de substituer la culture de la légalité à la culture de la clandestinité, chez des millions d'opérateurs qui continuent à agir hors de l'économie formelle, déclarée, et de contrôler plus du tiers des richesses annuelles créées au Maghreb? Tout visiteur qui revient au Maghreb, après une absence de 2 ou 3 décennies, sera déconcerté par les transformations physiques et morales de la société maghrébine, notamment les rapports sociaux et les représentations. Que s'est-il donc passé qui mériterait qu'on s'intéresse aujourd'hui à cette région? On ne saurait le nier, les responsabilités des économistes dans cette métamorphose sont évidentes. Car par manque d'imagination et d'autonomie intellectuelle, ils ont accepté avec enthousiasme de travailler sur des modèles macroéconomiques importés et plus ou moins adaptés aux besoins, aspirations et désirs des nombreuses communautés maghrébines. Et depuis les années 90, c'est bien eux qui se sont mis au service de politiciens éblouis par les succès matériels de l'Occident, pour trouver les vertus du libéralisme aux couleurs locales. L'objectif est de promouvoir cette idéologie nouvelle au Maghreb auprès des classes moyennes, cible privilégiée des marchands de nouveautés et des promoteurs de la société de consommation à l'américaine. Parmi les nouveaux défenseurs de ce libéralisme, on retrouve des marxistes qui jusqu'au début des années 90 ne cessaient de vilipender le capitalisme, l'impérialisme, la bourgeoisie occidentale, la bourgeoisie comprador, et de nous parler du bon peuple qu'il faut protéger contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans l'ouverture de l'économie maghrébine à la mondialisation, on retrouve à la fois ce qui manque au Maghreb pour s'émanciper sans perdre son âme, l'arrivée à trop faible dose de nouvelles technologies non agressives adaptées à la situation locale, mais également du néocolonialisme, comme ce qui s'est produit en octobre 2009. Une Française installée à Marrakech et propriétaire d'un hôtel fait fermer une mosquée vieille de 50 ans parce que le muezzin dérange ses clients, ce qui a provoqué des réactions de la population et une marche arrière des autorités locales qui avaient pris la décision officielle d'aider cet occidental à ressusciter dans le royaume, un coin du Maroc colonial avec ses quartiers européens sans mosquée, alors que le pays prétend être indépendant depuis 1956 et dirigé par une lignée de sultans proclamés, chacun émir des croyants, Amir el-Mouminine et aussi gardien des lieux saints de Jérusalem, Quds. Chapitre 1 Principales difficultés d'une émancipation collective. 1. Comment reconnaître une région sous-développée? Lorsqu'on visite un pays ou une région du monde qualifiée de sous-développée, on est immédiatement confronté au changement de situation, souvent dès qu'on arrive à la file d'attente pour procéder aux formalités d'embarquement. En s'installant dans l'avion ou le bateau, on découvrira d'autres manifestations du sous-développement. Et après avoir séjourné plusieurs jours, semaines ou mois dans le pays ou la région, on ressentira ce que les spécialistes appellent le sous-développement. Mais cela sans arriver à cerner ses origines, ni à pouvoir visionner l'ensemble de ces manifestations, afin d'exprimer facilement tous les écarts par rapport aux normes dans lesquelles vivent les peuples émancipés. Qu'est-ce qu'une économie sous-développée? Et comment se caractérisait la société maghrébine à la fin de la colonisation? Au moment de leur indépendance politique, les 5 sociétés maghrébines étaient profondément marquées par les stigmates du sous-développement. La France livrera aux nouveaux dirigeants une société sous-développée qui servira de laboratoire d'expérimentation pour les modélistes occidentaux ou autochtones occidentalisés. Rappelons que les 5 pays du Maghreb
auront leur indépendance politique à des dates différentes. La Tunisie avec la Convention de Tunis du 3 juin 1955 assurant une large autonomie, puis la déclaration unilatérale d'indépendance par Habib Bourguiba le 20 mars 1956, et enfin la destitution du bey de Tunis le 25 juillet 1957. Le Maroc avec les accords de la Celle-Saint-Cloud du 2 mars 1956 signés par le sultan Mohamed V, annulant ipso facto les accords de Fès du 30 mars 1912 qui imposaient au Maroc la tutelle de la France, appelée protectorat, mais qui a pris l'allure d'un colonialisme rampant par ses nombreux aspects. L'Algérie avec les accords d'Évian du 18 mars 1962, baptisés accords d'indépendance de l'Algérie dans la coopération avec la France, avec un cessez-le-feu décrété le lendemain pour mettre fin à une guerre ininterrompue depuis le 1er novembre 1954, débouchant sur l'indépendance le 5 juillet 1962. La Libye aura son indépendance, octroyée par l'ONU, le 24 décembre 1951. Elle supportait une présence militaire des Alliés depuis 1941, ce qui conduira à un coup d'État le 1er septembre 1969 contre la dynastie des Sénoussi, puis aux accords de Tripoli pour le départ des Anglais entre le 1-3 décembre 1969 et le 23 mai 1970. Enfin, la Mauritanie profitera de la disposition française à accorder les indépendances politiques à ses colonies d'Afrique de l'Ouest en 1960. 3 explications peuvent être données sur l'origine du sous-développement. Chacune implique la responsabilité d'un acteur explicitement ou implicitement désigné. L'explication technocratique, l'explication politico-historique, l'explication socioculturelle. Dans l'explication technocratique, le sous-développement apparaît comme une anomalie culturelle dans les rouages économiques. Cette explication sous-tend 3 idées. L'idée de normes universelles à respecter, l'idée de normes scientifiquement prouvées et l'idée de personnel qualifié pour décréter les critères de civilisation. Ainsi, le sous-développement est une situation anormale, comparativement aux sociétés occidentales telles qu'elles sont issues des révolutions politiques, financières et industrielles du XVIIIe et XIXe siècle. Par ses implications philosophiques, cette explication n'est pas recevable en l'état des recherches et suscite 2 remarques essentielles. Elle est fondée sur la croyance en un modèle universel, confondu avec le modèle de développement occidental depuis les premières révolutions du XVIIIe et XIXe siècle en Occident. Or, il n'est pas acceptable de confondre l'occidentalisation du monde, dénoncée par Serge Latouche, et la modernité, recherchée par certains peuples imprégnés d'une civilisation millénaire. Les sociétés en retard seraient en quelque sorte des sociétés traditionnelles, voire primitives, cas des tribus, représentées comme point de départ de l'Occident. Cette thèse a été battue en brèche par de nombreux anthropologues, comme Lévi-Strauss, débattue récemment par des philosophes de confessions différentes notamment pour le cas du monde islamique, confère. Jacques Nérinck et Tariq Ramadan, Peut-on vivre avec l'islam ? Édition Favre, Lausanne, 1999. L'explication politico-historique impute la responsabilité principale à un tout autre acteur. Le sous-développement devient le produit d'une situation historique déterminée. Le colonialisme a brisé avec acharnement l'harmonie des sociétés antécoloniales, sans faire évoluer les peuples dominés vers une nouvelle harmonie d'ensemble. Cette explication s'appuie sur 3 idées sous-jacentes. D'abord, l'idée que le colonialisme a construit délibérément une économie duale, un pôle moderne entouré d'une économie archaïque, sans échange entre les 2 pôles. Ensuite, l'idée de construction d'une économie extravertie, priorité à la réponse aux besoins de la métropole avant les besoins nationaux. Et enfin, l'idée de maintien en permanence du néocolonialisme et de l'impérialisme, même indépendantes politiquement, les nations sous-développées demeurent sous le contrôle étroit des grandes puissances en matière d'armement, de stratégie industrielle, de système de valeurs, etc. Cette seconde explication soulève une série de questions qui relativisent sa place dans la compréhension intégrale du phénomène de sous-développement. Que dire des sociétés politiquement indépendantes depuis le milieu du XIXe siècle, cas des pays de l'Amérique latine, et qui gardent des traits du sous-développement comparables à ceux des sociétés indépendantes depuis 4 ou 5 décennies ? N'ont-elles pas eu le temps depuis le XIXe siècle
de former des élites nationales capables de relever le défi du développement et faire sortir la société de son retard historique? Cette explication ne cherche-t-elle pas à donner un alibi aux générations de dirigeants et d'élites nationales qui n'ont pas joué pleinement leur rôle respectif ou ont simplement brillé par leur incurie? L'explication socioculturelle met l'accent sur un rouage complexe à l'origine du sous-développement de régions comme le Maghreb. L'harmonie des sociétés traditionnelles ne pouvait se maintenir longtemps après les agressions culturelles venues de l'extérieur. Le sous-développement sera perçu comme une désarticulation organique d'un ensemble de structures économiques, culturelles et sociales. Donc, le sous-développement est une incapacité d'assimiler les technologies banales d'abord, d'en produire soi-même ensuite, et d'imposer enfin des nouveautés au reste du monde, en tenant compte du fait que les sociétés évoluées ont accéléré leur rythme de recherche scientifique, d'application technique, des transformations de la nature, des modifications de leur culture. Comme pour les deux précédentes explications, on retrouve toujours des idées derrière une démarche intellectuelle, l'idée d'anomalie congénitale. Certains peuples portent en eux la raison de leur échec, soutenus par l'idée de fatalité à accepter un état de fait, qui finit par être inculqué à des générations, et l'idée de difficulté à transgresser le sacré, le mythe, la croyance. Par exemple, certains ont incriminé l'islam dans le sous-développement des sociétés musulmanes parce qu'il impose des limites éthiques et morales qu'on ne peut transgresser, alors qu'en Occident c'est finalement la révolte contre Dieu qui a triomphé dans toute la philosophie. Cette nouvelle explication du sous-développement suscite également des critiques. On peut aisément constater que les places intéressantes sur l'échiquier mondial ne sont pas libres pour tous les peuples. En effet, les grandes puissances n'ont pas eu le même égard envers les peuples asiatiques, qui ont réussi depuis les années 50 à s'imposer aujourd'hui comme pays émergents, et les peuples du Maghreb et de l'Afrique noire pour qui on a œuvré volontairement pour un autre destin, celui de fournisseurs de matières premières et de main-d'œuvre à moindre coût pour les industries européennes. Cet enfermement dans le rôle de fournisseur de matières premières et de main-d'œuvre non qualifiée entretient une culture correspondante à cet état de fait. Contrairement à la culture nouvelle observée dans certains pays asiatiques qui se battent depuis 5 décennies pour placer leurs produits manufacturés sur des marchés à forte compétition internationale. Ce qui les oblige constamment à s'adapter, innover, trouver des idées ou utiliser des idées nouvelles, moderniser leur structure industrielle, commerciale, financière, sociale, etc. Au lendemain de son indépendance, chacun des pays du Maghreb s'est retrouvé avec un énorme retard historique qu'on appelle le sous-développement. Celui-ci se manifeste universellement par 3 ordres de carence qui caractérisent sa morphologie. Après une présentation sommaire, nous examinerons plus loin en détail cette morphologie du sous-développement des sociétés maghrébines au lendemain de leur indépendance politique. Chacune des sociétés maghrébines souffrait de 3 ordres de carence. Les carences de premier ordre, 3 carences économiques, industrie, agriculture, crédit et une carence socio-économique, transport. Les carences de deuxième ordre, 2 carences socio-économiques, alimentation, revenus, et 2 carences culturelles, démographie, bureaucratie. Les carences de troisième ordre, une carence culturelle, hygiène et 3 carences sociales, protection sociale, instruction, emploi. A. Les carences de premier ordre. La carence industrielle. Tout pays sous-développé est seulement doté de petites unités de production concentrées dans 2 ou 3 grandes agglomérations, proposant au marché une production semi-industrielle ou artisanale destinée à une consommation locale, consommateur au goût stable, sans innovation ni investissement de capacité, de rationalité ou de productivité, ni même l'idée de réaliser de grands projets industriels. Cette industrie qui fonctionne avec des méthodes archaïques de production, distribue des salaires trop faibles et des profits destinés essentiellement à la consommation privée du producteur. À son tour, cette industrie défaillante à tout point de vue entretiendra la défaillance des 11 autres secteurs, par laquelle se manifeste le phénomène du sous-développement. Imaginez un système conçu avec 12 roues dentées, où l'une des 4 roues motrices a perdu plusieurs dents. Que se passera-t-il pour chacune des autres roues de l'engrenage ? Elles ne pourront certainement pas tourner normalement. Et si chacune a des dents cassées, la vitesse de rotation de l'ensemble de l'engrenage sera réduite,
le bruit sera insupportable et l'usure de l'ensemble du système se fera plus rapidement. La carence agricole. Par quoi reconnaît-on une agriculture sous-développée? Par une série de difficultés, d'insuffisances et de dysfonctionnements, morcellement des terres, propriétaires terriens vivants de rentes, mauvais régime fiscal. On taxe le laboureur et le métayer mais pas le propriétaire foncier qui perçoit une rente en nature, technique archaïque de production, pas de moyens adéquats de stockage, réseau de commercialisation défaillant, trop des apostrophes, analphabètes, ce qui empêche la diffusion des connaissances modernes, pas de sélection des semences et des espèces animales pour accroître les rendements des exploitations. On voit clairement qu'une partie des problèmes liés à cette carence ont pour cause la carence industrielle. La carence du crédit. Cette carence a une double origine. D'abord, des raisons culturelles. La forte proportion d'analphabètes a longtemps limité le contact entre la population et les lieux de collecte de l'épargne, car il faut savoir lire et écrire pour verser ou retirer de l'argent dans un compte bancaire ou postal. Au Maghreb, la majorité de la population est de culture arabo-islamique. Or, comme les deux autres religions monothéistes, judaïsme, christianisme, l'islam interdit l'usure, Dieu autorise la vente et rend illicite l'usure, Coran sourate 2, verset 275. Donc, pendant la colonisation et longtemps après la décolonisation, en dehors d'une frange de la population ignorante du précepte religieux ou d'une frange occidentalisée, le reste ne prête ni emprunte de l'argent contre un encaissement ou un paiement d'un taux d'intérêt. Ensuite, les raisons techniques. Les banques, les assurances et les comptes postaux, tous ces instruments de collecte de l'épargne publique ne sont pas développés. On trouve des agences bancaires et postales dans les grandes villes, au centre-ville, rarement dans les quartiers populaires, et jamais dans les petites bourgades et villages. Par conséquent, on constate que beaucoup de liquidités, possédées par les commerçants, artisans, agriculteurs et familles aisées, ne sont pas déposées dans des comptes afin de permettre le développement du crédit, emprunt des ménages pour la consommation ou pour construire des maisons individuelles et emprunt de l'État, bons du Trésor pour réaliser des projets. Certes, ce n'est pas avec cette source que le Maghreb pourra financer les programmes adéquats pour combler tout son retard historique qui est immense. À titre d'exemple, citons le cas de l'Allemagne de l'Est. De 1989 à 2009, la réunification allemande a coûté à l'Allemagne de l'Ouest 1300 milliards d'euros, sans arriver à résorber le retard de l'Allemagne de l'Est, un État dont le niveau de développement en 1989 était sans comparaison avec le niveau actuel du Maghreb. Et pourtant les autorités allemandes estiment que les deux parties de l'Allemagne seront au même niveau, après 10 années supplémentaires d'efforts de restructuration et de modernisation. La carence du transport. Dans les pays sous-développés, le rapport entre les 4 carences de premier ordre, industrie, agriculture, crédit et transport, est l'exemple type du cercle vicieux. Les projets d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires sont trop coûteux pour les finances d'un pays sous-développé. De même, la rentabilité d'une route est bien plus difficile à calculer que celle d'une usine ou d'une ferme. Par conséquent, un pays sous-développé ne considère jamais le transport comme une priorité. Car il y a d'autres problèmes plus urgents à traiter que d'importer des cars, des voitures, des locomotives, des bateaux qui demandent tous d'énormes investissements en infrastructures. Pendant qu'on néglige le transport, pour des raisons objectives, les solutions apportées aux carences industrielles, agricoles et du crédit auront un effet limité. Les économies développées sont caractérisées par la facilité avec laquelle le maximum de biens et de personnes peuvent se déplacer selon leurs besoins, sans entrave et dans de très bonnes conditions, sur tout le territoire national. B. Carence de deuxième ordre. La carence alimentaire. La population d'un pays sous-développé souffre d'un déséquilibre alimentaire qui peut être quantitatif et qualitatif. Insuffisance de la ration alimentaire quotidienne en calories. Un mineur et un ouvrier agricole ont besoin de 3500 à 4000 calories par jour, un employé de bureau de 2000 à 2200 calories par jour, en protéines, animales et végétales, en lipides, glucides, vitamines, sels minéraux, fer, calcium, magnésium. Cette carence quantitative et qualitative prédispose à des malformations chez les enfants, fragilise les victimes face aux agressions bactériennes. Elle explique également le faible rendement des actifs au travail. On ne peut pas, sans dommage certain,
faire plus d'efforts que ce que notre corps a reçu de quantité d'énergie chaque jour. Enfin, cette carence alimentaire fait partie d'un ensemble qui explique les forts taux de mortalité à tous les âges, la faible espérance de vie comparativement aux pays développés. La carence du revenu. D'où vient cette carence ? La faiblesse du revenu découle automatiquement des carences précédentes. Il est évident qu'une industrie et une agriculture peu productives donneront peu de revenus, et la carence des moyens de transport limite la taille du bassin d'emploi. Si en France on peut venir chaque matin d'Orléans ou de Lille pour travailler à Paris et repartir chaque fin d'après-midi, dans certains pays sous-développés la distance qui sépare le domicile du lieu de travail dépassera rarement la dizaine de kilomètres. Pour les raisons évoquées plus haut, on n'emprunte pas contre un taux d'intérêt pour se lancer dans un projet afin d'accroître son revenu, on ne prête pas non plus son épargne pour encaisser des intérêts. D'où le peu de développement des bourses qui n'intéressent que la grande bourgeoisie d'affaires, ou la bourgeoisie comprador. L'absence d'optimum démographique. Des taux de fécondité relativement trop élevés, ce qui provoque un déséquilibre entre le taux de croissance démographique et le taux de croissance économique. Chaque année, l'accroissement du surplus de population pose une série de problèmes aux autorités publiques. Comme la promiscuité permanente dans tous les lieux publics, trottoirs, marchés, lieux de loisirs, services publics, bus, trains, dispensaires, hôpitaux, écoles, etc. La dégradation rapide des équipements, surcharge dans les bus et trains, des infrastructures, écoles, dispensaires, hôpitaux et de l'environnement, destruction d'arbres, de plantes rares, de sites. L'extinction d'espèces animales et végétales à cause de l'urbanisation anarchique. L'enlaidissement des grandes villes par la construction de bidonvilles dans lesquelles les conditions de vie, d'hygiène et de sécurité sont très mauvaises. La difformité bureaucratique. Pourquoi donc les bureaucrates et la bureaucratie doivent être pris en considération dans la morphologie du sous-développement ? Dans un pays sous-développé, la bureaucratie n'a pas le sens positif que lui a donné le sociologue allemand Max Weber, c'est-à-dire une rationalité dans le traitement des dossiers, des critères rigoureux, l'absence de discrimination, l'anonymat, l'absence d'interférence des liens amicaux, familiaux ou tribaux dans la manière de traiter un problème, etc. Dans un pays sous-développé, la bureaucratie devient un pouvoir de nuisance. Elle allonge constamment les délais de traitement de tout problème dont elle a la charge. Elle absorbe une partie des ressources du pays, recettes fiscales, sans prouver son efficacité dans l'encadrement de la population pour l'inciter à donner le meilleur d'elle-même. Interviennent systématiquement deux mots qui se greffent à ce mal bureaucratique, la corruption et la discrimination, tribalisme, régionalisme, copinage, népotisme, racisme, etc. Dans certains pays sous-développés, ce sont les services de répression et de contrôle de la population qui sont privilégiés en dotation, budget, personnel, équipement, au détriment des services publics universels, éducation, soins, transport, eau, énergie, etc. C'est carence de troisième ordre. La carence de l'hygiène. Dans un pays sous-développé, la carence de l'hygiène est visible à tous les niveaux. Elle s'explique par le manque de connaissance des règles modernes de conservation des aliments, de protection du corps, de traitement des déchets, de manipulation de matières dangereuses, etc. Seuls les dangers visibles sont pris en considération. Quand on ne sait pas quelle est la cause de telle maladie ou quel risque encourt-on avec telle pratique ou tradition héritée des anciens, on continue à adopter les mêmes gestes quotidiens sans avoir la moindre inquiétude. La carence de l'hygiène est la conséquence d'une série de facteurs. Attachement à certaines habitudes de vie, manque de connaissances et d'informations, manque de moyens comme le réfrigérateur pour l'alimentation, les stérilisateurs dans les lieux de soins, les pénuries d'eau potable, l'évacuation des eaux usées, absence du tout à l'égout, etc. Le manque d'hygiène affecte directement la force de travail présente et future, à cause des taux élevés de mortalité. Il est la cause de maladies transmissibles qui entraînent des handicaps, de l'absentéisme au travail et réduisent l'espérance de vie réduite à tous les âges. La carence de la protection sociale. Une société sous-développée est une société traditionnelle où les liens familiaux et tribaux sont forts. Donc, ce sont les membres de la famille, de la tribu, du clan ou de la communauté villageoise qui prennent en charge le malade, l'infirme, l'accidenté, le chômeur, le vieillard, l'impotent, la divorcée, la veuve, l'orphelin, etc.
Tant que ces liens existent, point de nécessité d'avoir 4 caisses d'assurance, maladie, chômage, vieillesse, invalidité. Par ailleurs, cela exige une organisation rationnelle pour encaisser les cotisations et redistribuer les fonds sous forme d'indemnités aux ayants droit. Or, puisqu'un pays sous-développé a des carences de revenus, dues à des carences industrielles, agricoles et autres, logiquement peu de familles peuvent bénéficier de ces institutions de collecte de l'épargne. Ce sont les fonctionnaires de l'État et les employés des entreprises soumises au contrôle des services fiscaux et de la sécurité sociale. La plus grande découverte sociologique des 30 dernières années au Maghreb, par exemple, c'est la destruction irréversible des liens familiaux, tribaux ou communautaires observés du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est l'intrusion d'un individualisme sommaire, sans le cadre juridico-institutionnel qui l'a accompagné dans les sociétés occidentales depuis le XVIIIe siècle. La conséquence visible de ce mimétisme aveugle, c'est l'accroissement sensible du nombre de vieillards, de veuves, de divorcés, d'orphelins, d'handicapés, d'expulsés de leur logement, d'exclus du système scolaire, etc., abandonnés à leur sort dans les rues des grandes villes maghrébines ou parqués dans les bidonvilles. La carence de l'instruction. Dans un pays sous-développé, l'instruction est peu répandue pour diverses raisons. La pauvreté de certaines familles les contraint à garder leurs enfants avec eux, pour les aider dans leur quête quotidienne de nourriture. Il n'y a pas d'école dans tous les villages. Il n'existe pas de normes scrupuleusement respectées, comme en Occident, où les autorités sont obligées de construire une école, un collège, un lycée, une université, dès que le nombre d'habitants dans chaque localité atteint un chiffre précis. Un pays sous-développé ne dispose pas de moyens financiers pour s'imposer des normes culturelles et éducatives. La croissance démographique est souvent plus rapide que la croissance du nombre de diplômés à affecter à l'éducation nationale. Et faire venir des coopérants techniques pour suppléer cette défaillance est une possibilité non envisageable pour des États exsangues. Parfois, les dirigeants politiques, colons, aristocratie autochtone, ne souhaitent pas du tout développer l'instruction chez le peuple et risquer un jour de devoir rendre des comptes, de mettre les enfants des classes dominantes en concurrence avec les enfants des classes dominées, et le plus grave sera d'être contraint de prouver la légitimité des statuts occupés. Le Maghreb, et plus particulièrement l'Algérie coloniale, avait souffert de ce refus d'instruire les musulmans par crainte de rivalité entre les populations européennes minoritaires, 10% de la population d'Algérie, et les musulmans majoritaires, 90% de la population en 1962 au moment de l'indépendance de l'Algérie. En 1956, on estimait qu'il y avait proportionnellement moins de lettrés algériens qu'avant l'arrivée des Français, une régression due à la désorganisation volontaire du système éducatif indigène par le colonialisme. La carence de l'emploi. Les emplois permanents ne se développent pas à cause de la série de carences évoquées plus haut. Agriculture, industrie, crédit, transport. Ce sont plutôt les emplois saisonniers, intermittents, précaires, les petits métiers, le travail occasionnel, qui sont dominants dans un pays sous-développé. Ainsi, la majorité de la population vit au jour le jour sans perspective tracée. On craint d'être dominé par les étrangers mais on espère qu'ils viennent investir dans le pays et embaucher les jeunes qui ont quitté avec leur famille la campagne, pour s'installer dans les bidonvilles et les quartiers périphériques des grandes villes. En Afrique, Amérique latine et Asie, l'absence d'emploi et de perspectives claires pour ces jeunes en fait des victimes des réseaux de passeurs d'immigrés clandestins pour l'Europe ou l'Amérique du Nord. Dans une phase de mondialisation avec sa nouvelle division internationale du travail, la création d'emplois en nombre suffisant constitue l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre par des autorités dont les compétences techniques en la matière sont notoirement en deçà des exigences. La concurrence entre les nations pour fournir les marchés mondiaux dans tous les domaines exige de chaque pays l'emploi d'une main-d'œuvre qualifiée, saine, imaginative et très productive. Cela donne peu de chance à certaines régions du monde d'occuper une place honorable dans la nouvelle division internationale du travail. On ne peut pas nier que le système colonial a éradiqué le sous-développement uniquement dans les zones peuplées essentiellement d'Européens et laissé les masses populaires musulmanes vivre dans le sous-développement. Cela a créé un double phénomène, la dualité et l'extraversion. Selon Boeck, qui a forgé ce terme,
Le dualisme économique est une opposition sans domination de deux secteurs dans un pays sous-développé. Un secteur archaïque autosuffisant fonctionnant avec ses propres lois et un secteur moderne capitaliste ou post-capitaliste tourné vers d'autres besoins et préoccupations. Ensuite, Euganage a distingué trois formes de dualisme économique. Le dualisme géographique où l'on observe des pôles de développement en déphasage par rapport au reste du territoire national. Le dualisme fonctionnel qui correspond à la conception donnée par Boeck. Et enfin le dualisme social qui s'exprime par l'opposition d'une société moderne et d'une société traditionnelle, chacune régie en partie par son système de valeurs et ses institutions spécifiques. Enfin, certains auteurs utilisent le terme dualisme à propos de l'économie financière, la sphère financière face à la sphère réelle, ou de l'économie publique, service public face au service commercial. Une économie devient duale lorsqu'elle se caractérise par des pôles très modernes et des pôles traditionnels qui fonctionnent selon des besoins et des stratégies différents. Cette dualité apparaît à trois niveaux dans une société sous-développée. Dans le domaine technique, nous retrouvons quelques entreprises modernes entourées d'entreprises vétustes et à technologie archaïque. Donc, pas d'échange entre les deux sphères de production. Dans le domaine social, on retrouve deux classes sociales en confrontation, car chacune prétend à la légitimité du commandement. D'un côté, la bourgeoisie traditionnelle attachée au commerce et l'aristocratie vivant de la rente foncière, et de l'autre côté, la nouvelle bourgeoisie et la bourgeoisie d'État qui contrôle les sphères d'influence de l'État, armée, ministère, parlement, sciences et techniques, médias. Dans le domaine culturel, nous avons un peuple attaché à ses traditions mais copiant trop médiocrement les classes moyennes et bourgeoises, des classes dirigeantes vivant à l'occidental et tournées vers le monde occidental. Le rapport entre ces deux cultures est souvent conflictuel. L'une percevra toujours l'existence de l'autre comme une agression contre la communauté. Mépris des familles traditionnelles à l'égard des familles occidentalisées. L'autre prétendant avancer au rythme du temps, percevra le commun comme un boulet qui empêche toute la nation d'avancer librement et rapidement. Complexe de supériorité des familles acculturées par l'Occident à l'égard des familles traditionnelles. 2. Quelle est la nature des besoins à satisfaire dans une société sous-développée ? Le sous-développement des pays du Maghreb, au moment de leur indépendance, correspondait aux 12 carences exposées dans la section 1. Il faut comprendre que derrière ces 12 carences, ce sont des besoins qu'il faudra prendre en considération. Implicitement, ce sont des choix à faire avec des arbitrages douloureux, qui laissent certains groupes en situation d'attente et d'autres en situation de frustration qui nourrit une envie d'insurrection contre le pouvoir central qui néglige leurs revendications ou se désintéresse de leur région. Pour mieux saisir la nature du sous-développement des sociétés maghrébines au lendemain des indépendances, nous devons nous interroger sur le contenu de trois concepts clés dans toute analyse des sociétés sous-développées, en l'occurrence la société maghrébine: le besoin manque, subjectivité, le besoin nécessité, objectivité relative, et le besoin carence, objectivité pure. Partant de ces clarifications, à maintes occasions les autorités maghrébines ne cesseront de faire comprendre à certains groupes sociaux qu'il faudra cesser de prendre leurs désirs et aspirations pour des besoins, tout en favorisant d'autres groupes sociaux à cumuler des privilèges. Le besoin manque, subjectivité. Ce que le Maghrébin exprime par lui-même et pour lui-même, selon son histoire personnelle, relève d'une demande personnelle pour satisfaire un besoin manque. Nous sommes dans le domaine du subjectif. Aucune des définitions du sous-développement ne prendra en considération ce type de besoin. Ce sont plutôt les pays les plus développés qui ont un système économique sophistiqué qui fonctionne en partie grâce à ces demandes individualisées, qui, par l'effet d'imitation, deviennent rapidement des demandes d'un groupe identifié, puis de toute une classe sociale avant de s'imposer quelques années plus tard en demande nationale. Mais cela ne concerne que leur propre dynamique des besoins. Un pays sous-développé est soumis à une toute autre logique de classement des besoins par ordre de priorité. Le besoin nécessité, objectivité relative. C'est ce que le groupe d'appartenance d'un individu exprime pour obtenir une réponse satisfaisante du système économique. Dans cette catégorie de besoins, certains sont bien liés à l'activité ou au métier exercé, d'autres servent plutôt à identifier le groupe ou le sous-groupe parmi l'ensemble des groupes qui forment la société. Les programmes de développement pour lutter contre le sous-développement
ne semble pas prendre ce type de besoin comme prioritaire dans l'affectation des ressources destinées au secteur d'activité. Le besoin carence, objectivité. Si le besoin manque relève de la sphère individuelle, et si le besoin nécessité est intrinsèquement lié à l'existence de groupes sociaux ou socio-professionnels, le besoin carence appartiendra toujours au domaine exclusif de l'expert. Car c'est lui qui est habilité à procéder en 3 étapes. Identifier ce besoin parmi des milliers de demandes, concevoir les instruments scientifiques et techniques pour le mesurer, suggérer les moyens adéquats pour le satisfaire de la manière la plus optimale. Au moment de leur indépendance, les pays du Maghreb ne disposaient pas de l'expertise exigée pour faire l'inventaire objectif des priorités, puis mesurer l'effort à accomplir sur des décennies et enfin tracer une perspective de sortie du sous-développement. Les dirigeants nationaux ont donc confié cette tâche à des nationaux, peu nombreux à maîtriser un quelconque savoir moderne, qui ont alors tout naturellement appelé au secours des experts étrangers, essentiellement français, pour les aider à évaluer les 12 carences et concevoir des stratégies de croissance économique et des plans pluriannuels de développement économique et social. Il est important de distinguer le concept de besoin de 3 autres concepts à prendre, plus ou moins en considération, dans l'analyse du sous-développement et les propositions de stratégies de développement, désir, aspiration, demande. Faute de cette distinction primordiale, les responsables des programmes de développement laisseront s'installer la confusion générale qui mènera, soit au désordre considéré comme un facteur de régression économique et sociale, soit à la multiplication des injustices perçues comme un facteur de frustration et de révolte. Le désir. Dans un pays sous-développé, il n'y a pas de désir à exprimer publiquement. Cela paraît indécent de le faire, alors que le désir est devenu un moteur de la consommation dans les pays développés, au point d'avoir suscité toute une industrie du désir. Des millions de salariés en Occident sont payés pour le créer, le suggérer, l'inculquer, voire l'imposer aux individus, sous-groupes, groupes. Citons par exemple l'industrie de la communication, l'industrie de la publicité, les foires, les expositions, les médias. Le sociologue français Pierre Bourdieu, 1930 à 2002, parle même de violence symbolique. Des individus autorisés jet-set, VIP par exemple, pour dicter le bon goût, le convenable, le souhaitable, le politiquement correct, etc. Dans un pays développé, le désir devient un moteur parce qu'il est très contrôlé et bien canalisé, alors que l'expression anarchique des désirs de tout un peuple conduira à une remise en cause de l'ordre politique et social. Le désordre commence lorsqu'aucun citoyen ne respecte les conventions sociales et chacun se lève le matin en disant « je veux », alors que sa demande n'est pas légitime. C'est cette attitude déraisonnable qui fait naître les germes de la guerre civile permanente, classe contre classe. Historiquement, ce sont des institutions et des moyens puissants, écoles, idéologies, banques, assurances, religions, police, armée, qui ont œuvré pour empêcher ce désordre. Mais le système capitaliste a besoin de se développer grâce à l'expression des désirs. Les envies de tout chez les classes populaires mais jamais assouvies en totalité, les envies de se démarquer constamment chez les classes moyennes, les envies de s'isoler totalement dans son monde chez les classes aisées. C'est uniquement dans l'économie pour le marché, capitalisme actuel, qu'on peut propager partout ce type de slogan publicitaire. Chez vos envies prennent vie. L'aspiration. C'est un désir légitimé qui s'apparente à un droit. Ceux qui l'expriment ont prouvé dans les faits, au patronat et aux autorités publiques la légitimité de leur droit à, ou de leur droit de. Au XIXe siècle, par exemple, le repos hebdomadaire, les congés payés, la scolarisation d'enfants d'ouvriers, le logement social, l'accès aux soins médicaux, l'accès à la culture, étaient des désirs et rien d'autre chez le prolétariat occidental. Mais des syndicalistes, des penseurs, des militants politiques, des commis de l'État, ont réussi à faire admettre ces exigences comme des aspirations, c'est-à-dire une expression qui ne scandalise pas tout le patronat et la bourgeoisie d'affaires. En France, jusqu'aux années 30, donner des jours de repos aux ouvriers, c'était un acte que certains patrons percevaient comme un encouragement donné aux salariés à s'encanailler. Donc, on ne s'étonne pas aujourd'hui de voir des ouvriers très exploités dans les pays du Maghreb, qui n'ont même pas droit à une journée de repos hebdomadaire. Avec le progrès technique, tous ces désirs deviendront des aspirations. Puis avec la prise de conscience par la bourgeoisie et les commis de l'État,
de la nécessité d'instaurer une justice économique et sociale face aux énormes inégalités, et surtout pour pérenniser le système capitaliste, toutes ces aspirations deviendront l'une après l'autre des besoins. Certaines aspirations sont inscrites dans le préambule de la Constitution française de 1946, repris dans celui de la Constitution de 1958 et considéré depuis 1971 comme un acte constitutionnel, c'est-à-dire des aspirations reconnues comme des besoins qui contraignent les pouvoirs publics à diligenter les moyens de les satisfaire. Cela ne veut pas dire qu'on a éradiqué toutes les injustices et supprimé toutes les inégalités non fondées. Les habitants de certains quartiers de Rabat, Alger, Tunis, n'ont rien à envier aux habitants de certains quartiers de banlieue de grandes villes américaines, françaises, anglaises, espagnoles, hollandaises, italiennes, belges, etc. Certes, pour juger de la pertinence de toutes les politiques de lutte contre le sous-développement du Maghreb, il est fort utile de distinguer besoins, désirs et aspirations, mais il est aussi important de ne pas confondre la demande et le besoin. En d'autres termes, qu'est-ce qui est bon pour sortir le Maghreb ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.